bien de faire des temps de parole comme ça, des temps d'échange entre les différentes parties. Donc avec plaisir pour répondre à vos questions. Désolé, il y a beaucoup d'acronymes dans le secteur. Alors je sais que le public est relativement hétérogène, sans doute en termes de familiarité avec tous ces acronymes de PGC, EDMP, etc., qui sont très utilisés dans le domaine du marketing et notamment des panels. Donc, excusez-moi par avance et puis n'hésitez pas à me demander ce que signifie chacune de ces appellations. C'est tout de même beaucoup plus simple pour comprendre ce dont on parle en général. Voilà, je vais couper ma caméra le temps de cette présentation. Je la rétablirai à la fin pour épargner de la bande passante. On a un petit peu de temps devant nous. Ceci étant, l'agenda est riche. Donc, on essaiera de tout voir. J'accélérerai sur la fin, sur certaines parties. Donc, juste un point de présentation en ce qui me concerne. J'ai créé une société de conseil pour accompagner les directions marketing, notamment de l'agroalimentaire, il y a 13 ans de cela, pour tout ce qui concerne l'innovation de la naissance de l'idée jusqu'à la mise en marché. J'ai travaillé auparavant 20 ans dans les études marketing et les panels, et cela fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les coopératives agricoles françaises. Je vous propose de voir l'agenda suivant, donc le moral des Français en premier lieu, puis on passera un temps relativement conséquent à parler de la dynamique des PGC, donc des produits de grande consommation alimentaire, j'entends en particulier, sur l'année 2023 et début 2024. En corollaire de la dynamique des PGC, on verra quelles ont été les stratégies d'économie en termes d'achat et de consommation des ménages. Si on a un peu de temps, on verra ensuite quelques informations sur les pratiques responsables de la part des ménages français. On parlera aussi brièvement de la consommation de protéines animales. Et puis on terminera ce portrait 2023-2024 par les perspectives 2024 ainsi que quelques conseils pour rester dans les paniers des ménages français. À vous, marque nationale qui propose des produits de grande consommation alimentaire. Alors, un point méthodologique sur les données qui vous sont présentées, ce sont des données relativement robustes, les plus robustes qui soient, a priori, lorsqu'on annonce des chiffres sur les performances des marchés. Elles proviennent des différents panélistes Circana, Kantar, et Nielsen. Ce sont des données publiques hein, qui sont notamment présentées lors des conjonctures annuelles de chacun de ces panélistes. Ajoutons à cela quelques données d'études que j'ai pu coordonner durant les différents projets que j'ai pu réaliser, qui elles aussi sont publiques, et puis que j'ai majoré de ma connaissance des marchés et notamment de ma connaissance des comportements d'achat et de consommation des ménages français. Sans préambule, je vous propose de démarrer ce portrait de la grande consommation et de la grande distribution par un point sur le moral des Français. Alors, des Français qui, depuis 4 ans, vivent au rythme de crise. On parle de polycrise hein, maintenant pour caractériser les 4 dernières années que l'on vit en France, mais qu'on vit d'ailleurs dans les autres pays du monde et notamment en Europe. Vous voyez un moral des Français qui est dans la moyenne européenne, hein, il faut le savoir, on se situe à environ 5,9 sur 10. Les Français, ce qui les caractérise, c'est pas forcément un grand optimisme, hein, ça c'est par contre relativement chronique chez nous, mais il faut le savoir, on n'est pas les Européens qui ont la baisse de morale la plus importante. Hein, notamment les Allemands et les Suédois accusent une perte extrêmement significative à l'échelle européenne. Alors pourquoi je vous parle du moral des Français? Parce que en dehors du pouvoir d'achat, on parle bien souvent du vouloir d'achat, c'est-à-dire la volonté d'acheter, de dépenser de l'argent. Et puis, eh bien, tout simplement, pour avoir ce vouloir d'achat, eh bien, il faut avoir le moral, croire en l'avenir,
ne pas être stressé par aujourd'hui et demain. Alors, un moral relativement dans la moyenne et atone de la part des Français. Ce qui les préoccupe, les Français, c'est pas vraiment une surprise, je pense, pour vous, c'est avant tout l'inflation et le pouvoir d'achat. Voilà, la fin du mois passe bien avant la fin du monde, hein. Comme vous pouvez le voir, le réchauffement climatique arrive en quatrième position à 66%, ainsi que les conflits mondiaux qui nous paraissent à nous autres, Français, moyen un petit peu plus lointain. Ce qui préoccupe aussi les Français, c'est la situation sociale en France. Alors, il est vrai que cette étude a été réalisée fin d'année 2023 et qu'on sortait de la réforme des retraites. Évidemment, ça stigmatisait beaucoup la préoccupation sur l'avenir qu'on peut avoir. À la fois sur le plan professionnel, hein, mais sur le plan de la santé, des retraites, etc. Et puis, dernier point, c'est la situation économique. Dans un contexte de croissance atone, les entreprises peinent et les gens ont un petit peu plus peur pour leur emploi. Et c'est vraiment une préoccupation majeure. Alors, ces éléments-là, il faut vraiment les garder en tête parce que finalement, on comprend mieux pourquoi les Français fonctionnent comme ça, comme on va le voir dans la troisième partie de cette présentation. Alors, je vous propose maintenant de passer un temps relativement long sur la dynamique des circuits de grande consommation et la dynamique des différents rayons que compose le secteur de l'agroalimentaire en France sur 2023, mais aussi avec des données relativement récentes pour arrêter à mai 2024. D'abord, un point d'actualité, vous l'aurez en tête, il s'est passé beaucoup de choses dans la grande distribution en France durant l'année 2023. Il y a eu bien évidemment l'inflation, hein, j'allais dire en vedette américaine, mais c'est pas vraiment une vedette, c'est une vedette dont on se serait bien passé, qui avoisine les 20 points en l'espace d'un an. Alors, en corollaire de cette inflation, il y a eu beaucoup d'opérations médiatiques de la part à la fois des pouvoirs publics avec le panier anti-inflation, mais également de la part des grands patrons de la grande distribution. Sur la deuxième partie de l'année, il y a eu les annonces de rachat de deux enseignes de la grande distribution, le groupe Delhaize avec Cora et Match, et puis le groupe Casino, qui ont été acquis par, d'une part, Carrefour, et d'autre part, par, avec un démembrement par Intermarché et Auchan. Sur la dernière partie de l'année, ce qui caractérise l'actualité 2023, c'est la guerre, et notamment la guerre des prix entre le discounter Lidl et Leclerc. On va en reparler un petit peu plus tard, une bataille qui a été largement dominée par l'enseigne Leclerc, là encore avec des conséquences pour vous, marque fabricant de marques nationales. Alors, vous le voyez sur cette page, je vais l'expliquer un petit peu. Vous avez ici, dans la partie gauche de votre écran, les performances des produits de grande consommation alimentaire en 2023. Et puis, dans cette partie droite, les performances, pardon, 2022. Et puis, dans la partie droite, les performances en 2023. Avec, pour chacune de ces barres que vous pouvez voir là, la croissance qui a été générée pour chacun des circuits qui sont notés en dessous. Donc les hypermarchés, hein, les supermarchés, les discounters, les magasins de proximité et le e-commerce. Avec une croissance valeur de plus 8,6% des produits de grande consommation alimentaire en 2023, eh bien, on peut le dire, tous les circuits ont tiré leur épingle du jeu, hein. Vous le voyez, les évolutions des ventes de valeur ont été très significativement à la hausse. C'est des hausses dont on n'est pas coutumier en France, hein. C'est vraiment tout à fait atypique. Les marchés, en général, réalisent plus 1, plus 1,5 points dans le meilleur des cas, et c'est déjà beaucoup. Donc, des croissances tout à fait atypiques en valeur qui sont bien évidemment dont l'origine est l'inflation. S'il doit y avoir
gagnants et perdants dans cette année 2023. Le gagnant, comme vous pouvez le lire, c'est le e-commerce, avec une hausse de 12,6% en vente valeur, et c'est le seul circuit, le e-commerce, qui génère une croissance en volume. Alors quand on parle de e-commerce, hein, pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette appellation, il y a bien évidemment les pure players, mais ce qui pèse le plus lourd dans le e-commerce, c'est les drives, hein, sous les différentes formes qu'ils existent, mais surtout les drives qui ont une part de marché extrêmement significative dans l'achat de produits de grande consommation alimentaire. Et s'il doit y avoir un perdant, perdant avec des guillemets, hein, je tiens significativement à les mettre. Pourquoi? Parce que les ventes valeurs des discounters sont quand même très à la hausse. Eh bien, c'est cette baisse, vous le voyez, significative des ventes volume chez les discounters. Alors, ce que je vous propose de voir dans les pages qui suivront, c'est pourquoi chacun de ces circuits a obtenu de telles performances et qui en est à l'origine. Alors, un point d'actualité tout de même, vous vous demandez sans doute ce qui se passe en ce début d'année. Donc, je vous ai remis la même page, mais cette fois-ci avec des chiffres arrêtés à fin mai 2024. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on prend les mêmes et on recommence. Et d'ailleurs, l'écart se creuse encore. Alors, sur une croissance avec une inflation, on va en reparler de l'inflation hein, juste après, qui est en train de disparaître du paysage français, eh bien, en tout cas dans le domaine de l'alimentaire, le e-commerce poursuit sa croissance, je dirais même avec des chiffres presque indécents, parce que plus 7,3% en valeur, c'est tout de même exceptionnel après l'année 2023 qui a été connue, et plus 4,5% en volume, c'est tout simplement exceptionnel. Vous le voyez, les autres circuits, hypermarchés, supermarchés et même les magasins de proximité, eux aussi sont en train d'atterrir en termes de croissance valeur. Ils sont toujours bien orientés, mais la dynamique est bien inférieure à celle de 2023. Et le grand perdant hein, semble être à nouveau les discounters, hein, s'il y a vraiment eu une année en deux temps pour les discounters, avec la première partie et la deuxième partie, et je vous expliquerai ensuite pourquoi les discounters sont largement perdants dans la deuxième partie de l'année et ce qui se confirme encore en ce début d'année, bah, vous le voyez, hein, ils sont très largement baissiers à moins de 4,2% en valeur et moins 4,4% en volume. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Qui ne dit mot consent, donc je poursuis si c'est silencieux. Bon, donc je poursuis. Alors, encore une fois, petit point d'explication. Vous avez ici la courbe de l'inflation. À partir de juin 2023, vous voyez la courbe de l'inflation. C'est la première bonne nouvelle, c'est que dans le domaine des produits de grande consommation alimentaire, elle est en train de disparaître, cette inflation. Et même, c'est vraiment intéressant de le noter, vous le voyez tout en bas à droite, eh bien, nous sommes rentrés pour la première fois au mois de mai 2024 en déflation. Et ça évidemment, ça aura une incidence sur la psychologie des ménages et sur leur comportement d'achat, nul doute. Alors le premier effet de cette inflation, c'est mécaniquement que les ventes valeurs, eh ben, elles sont en train d'atterrir, les ventes valeurs, hein, puisqu'elles étaient largement soutenues par l'inflation, et elles sont en train de rejoindre euh, les ventes en volume. Elles collent même parfaitement ou presque parfaitement aux ventes volume durant les deux dernières périodes d'avril et de mai 2024. Donc on retrouve des niveaux certes négatifs, mais qui sont plus dans ce qu'on a l'habitude d'observer dans les produits de grande consommation alimentaire, c'est-à-dire une forme de parallélisme entre l'une et l'autre. L'élément vraiment important que je voulais montrer ici, c'est cette courbe-là que vous voyez en bas, la courbe saumon, qui est l'effet mix, que je vais vous expliquer. L'effet mix, c'est l'achat pour un même produit d'un produit plus ou moins valorisé. Je m'explique. Lorsqu'on achète une catégorie de produits, par exemple les yaourts nature, on a le choix entre une marque premium, entre une marque un peu cœur de gamme, et puis une marque accessible
sur le plan financier. Ce qu'ont a pris l'habitude de faire les Français durant l'année écoulée, c'est d'acheter des produits, de continuer à acheter des yaourts, certes, mais de les acheter moins chers. Donc de prioriser les produits les mieux orientés en termes de prix. Et l'élément le plus important, c'est ça, c'est que depuis le mois de mars 2024, vous observez que les Français reprennent une valorisation de leurs achats. Alors, c'est un élément marquant et extrêmement intéressant pour les fabricants de marques nationales. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, les marques nationales, elles sont le plus souvent à un prix plus élevé que les marques distributeurs et que les marques premier prix, et que donc ça voudrait dire, c'est pas encore le cas dans les faits, mais ça voudrait dire que à terme, les Français recommencent à acheter les produits valorisés dont les marques nationales font partie. Donc c'est vraiment un élément à suivre dans les prochains mois, la valorisation des ménages français. Je vous ai dit qu'on allait voir pourquoi chacun des circuits était gagnant ou perdant en cette année 2023-2024. Commençons à tout seigneur, tout honneur par le e-commerce, hein, avec une croissance, je vous l'ai remis là en haut à gauche, de plus 12,6% en valeur. Alors pour beaucoup de raisons. On va les lister brièvement. Quand on achète sur Internet, on a moins de tentations. Moins de tentations, notamment en hypermarché, hein. Pour ceux qui font leurs courses, c'est difficile de ressortir avec un petit panier quand on fait ses courses dans un hypermarché de plus de 10 000 mètres carrés. Donc le premier élément, c'est contrôler ses dépenses en achetant sur Internet. L'autre élément important, c'est le gain de temps. Je vous ai dit, hein, il y a une repriorisation du travail de la part des Français et les Français recherchent du temps pour justement passer plus de temps au travail. Et donc, acheter sur Internet, même si on doit aller récupérer ses courses après, vous le voyez, hein, c'est un des facteurs le plus important pour quand on décide d'acheter en digital. Alors, il y a d'autres raisons aussi, vous le voyez dans la partie gauche de cette page, les millennials. C'est la génération Z, celle qui a été biberonnée au digital depuis sa naissance. C'est 39% de la population en France et ces millennials, ils pèsent 53% des acheteurs en e-commerce. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le e-commerce n'en a pas fini de sa croissance et il n'en a pas fini de sa croissance notamment parce que il a adressé les reproches qui lui étaient faits durant l'année 2022. On reprochait au e-commerce deux choses. D'une part, de ne pas toujours présenter ou mettre en avant les références qui sont le plus attendues. C'est plus le cas. Les enseignes ont fait un gros travail en termes de rénovation de l'offre et on trouve véritablement les blockbusters de la grande distribution vendus et bien exposés sur les sites marchands. L'autre élément important, c'est ce qu'on reprochait au e-commerce, c'est de ne pas faire de promotion. Ça n'est plus le cas du tout. Maintenant, il y a une politique de promotion extrêmement agressive, notamment dans les drives. On en reparlera juste après. Voilà ce qui peut expliquer le succès du e-commerce en 2023 et en 2024, bien évidemment. Les magasins de proximité ont été les grands gagnants de cette année 2023. Vous le voyez, hein, une hausse de la part de marché valeur assez conséquente, une hausse également du nombre d'articles achetés. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été gagnants? Pour les mêmes raisons, hein, je vous le disais, gain de temps, moins de tentation, un gros travail qui a été fait en termes de rénovation d'offres et un petit peu moins de politique promotionnelle, il est vrai. Et puis des magasins de proximité, eh bien, dans un contexte où l'essence était très cher pour les ménages français, eh bien, le fait d'avoir des magasins proches de chez soi permet de ne pas prendre la voiture pour faire ses courses. Ce qui est vrai aussi, c'est que les magasins de proximité ont beaucoup investi ces dernières années. On a un maillage du territoire qui est extrêmement bon et puis on a une rénovation des magasins avec des enseignes qui sont beaucoup plus séduisantes, beaucoup plus qualitatives, avec beaucoup de services hein, également, comme des casiers retraits, du dépannage, etc. Donc ce n'est pas un hasard si ces magasins réalisent de très bonnes performances, notamment dans les zones hyper urbaines de plus de 100 000 habitants, évidemment en région parisienne.
des magasins de proximité qui fonctionnent particulièrement auprès de certaines cibles, les seniors et les jeunes. En ce qui concerne les hyper et les supermarchés, les grands gagnants de 2023, j'ai envie de dire comme 2022 et 2021, etc., eh bien, ce sont encore les indépendants avec les enseignes Leclerc, Intermarché et Système U. C'est des enseignes, pourquoi elles performent? Eh ben, finalement, parce que euh, elles cochent toutes les cases positives. Elles ont tous les atouts qui sont attendus par les ménages français. Elles ont une image prix qui est extrêmement bien orientée. C'est les Français qui le disent, hein, mais c'est aussi dans les faits ce qui est mesuré dans les panels. Il y a une qualité d'offre qui est reconnue par les Français, et notamment une offre en marque de distributeur qui est extrêmement séduisante et extrêmement compétitive. Et je tiens à le dire là, si les discounters ont enregistré de mauvaises performances dans la deuxième partie de l'année, c'est tout simplement parce que mécaniquement, les indépendants ayant rénové leur offre, notamment de marque premier prix, ils ont réussi à aspirer dans leur enseigne bon nombre de foyers avec des revenus modestes. Et cela explique la contre-performance en partie des discounters. Il y a une qualité de magasins. Ce sont des magasins dans lesquels on a plaisir à faire ses courses. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont gérés par des indépendants et que les investissements pour rénover les magasins ont été faits, là où les intégrés comme Carrefour et Auchan n'ont pas su investir parce que ce sont des sommes extrêmement conséquentes. Et de fait, les Français prennent plaisir à faire leurs courses dans les magasins hyper et supermarchés des indépendants. Enfin, dernier point, il y a véritablement une gestion chirurgicale du point de vente par les patrons de ces magasins qui sont extrêmement réactifs à la fois à l'actualité économique, mais aussi à la concurrence. Voilà les clés de succès des indépendants lorsque les groupes Carrefour, Auchan, et bien évidemment, le groupe Casino et Delhaize n'ont pas su investir à la fois dans l'offre et dans la rénovation de leurs magasins durant les dernières années. Alors, un mot en ce qui concerne les discounters. Alors, quand on parle des discounters, il s'agit surtout de Lidl et Aldi, puisque l'enseigne Netto, elle, est un petit peu moins concernée. Elle affiche des résultats positifs l'année écoulée. C'est même un atout majeur pour Intermarché. Lidl et Aldi, qu'est-ce qui explique leur contre-performance? Je vous l'ai dit, il y a l'offre agressive en termes de premier prix des indépendants, mais surtout, ce qu'elles ont entrepris depuis plusieurs années, c'est ce repositionnement de conquête qui est tout à fait intelligent, qui est reconnu par les observateurs dans une période économique classique, sans crainte particulière, mais qui est beaucoup plus dangereuse, périlleuse dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que il y a une montée en gamme de Lidl et Aldi. Il y a eux aussi ont rénové leurs magasins, mais il y a eu un repositionnement de leur offre beaucoup plus qualitative, mais qui s'est accompagnée d'une très forte inflation au niveau des prix. Alors, c'est un positionnement périlleux, même dangereux, qui a eu deux effets. Un effet positif, puisque Lidl et Aldi ont séduit bon nombre de foyers aisés. On le verra un petit peu plus tard dans la stratégie d'achat des ménages français. C'était une façon d'économiser de l'argent en choisissant de faire ses courses lorsqu'on a des revenus moyens à aisés chez les discounters. Mais ce qui a largement pénalisé les discounters, c'est qu'ils ont perdu bon nombre de foyers modestes qui constituent leur cœur de clientèle historique. Des foyers modestes qui se sont tournés, je vous l'ai dit, du côté des indépendants, mais qui se sont tournés aussi du côté des déstockeurs, donc des enseignes comme Action, Normal, Primark, qui sont certes beaucoup
sur le secteur du DPH, c'est-à-dire droguerie, parfumerie, hygiène, tout ce qui est entretien de la maison et entretien, soin du corps. Mais il faut le savoir, enfin il faut le savoir pour ceux qui ne les fréquentent pas, ces enseignes se développent aussi beaucoup dans les produits d'épicerie. Pour le moment, c'est pas la majeure partie de leur offre, mais nul doute que les déstockers vont se développer sur tous les départements qui composent la grande consommation alimentaire. Donc vous pouvez le voir, les déstockers, qu'on appelle aussi les solderies, sur les 4 dernières années, elles affichent une croissance, j'allais dire, presque indécente, plus 87% de paniers supplémentaires, c'est-à-dire des paniers d'achat, hein, de courses qui sont réalisés par les ménages français. Ce qui n'est pas indiqué ici, mais ce que je vous donne comme chiffre, c'est que 2 tiers des ménages français fréquentent au moins une fois dans l'année les magasins de solderie, les déstockers. Alors, il y a une croissance mécanique, hein, des déstockers, c'est-à-dire que euh, cette croissance, elle est aussi soutenue par l'évolution du parc de magasins. Et il faut le savoir, beaucoup de discounters sont en train de passer à enseigne déstockers. Donc, on n'en a pas fini de parler de ces enseignes-là dans les années à venir, notamment pour les produits alimentaires. Très brièvement, en ce qui concerne les autres circuits, il faut le savoir, quand on parle de la grande distribution alimentaire, c'est un terrain de jeu qui est certes le plus important en matière de produits de grande consommation alimentaire, mais il ne faut pas oublier que la grande distribution concède chaque année des points à la fois aux grandes surfaces spécialisées, comme les grandes surfaces qui proposent des produits frais, spécialisés dans le frais, et puis dans le commerce traditionnel. Et en ce qui concerne le frais, vous avez une enseigne comme Grand Frais, qui elle aussi se développe énormément ces dernières années. Vous le voyez avec une croissance du nombre de paniers très forte elle aussi. Là aussi, une croissance mécanique parce que le parc de magasins augmente significativement. Mais les grandes surfaces qui proposent, qui sont spécialistes du frais, elles cochent toutes les bonnes cases qui sont bien à retenir, à garder en mémoire, c'est-à-dire des produits qui sont frais, des produits de qualité, qui sont bien souvent d'origine France et qui en plus ont un niveau de prix relativement accessible. Donc de vrais atouts qui séduisent notamment les populations avec des moyens et notamment les seniors avec du pouvoir d'achat. J'en ai fini du portrait de la circuit par circuit. Je vous propose à présent de voir, pour clore ce portrait de la grande distribution française, quelles ont été les fortunes diverses des différents départements qui composent la grande distribution française, avec une croissance de plus 8,6% des ventes valeurs. Là encore, vous pouvez le voir, chacun des départements réalise de bonnes performances en 2023. On verra ensuite ce qu'il en est pour 2024. Alors, les grands gagnants de cette année 2023 ont été les départements du frais libre-service, donc tout ce qui est produits frais vendus en libre-service, et puis les produits d'épicerie, que ce soit l'épicerie sucrée et l'épicerie salée. Alors, les raisons de ce succès, si l'on regarde un petit peu plus en détail les catégories qui composent euh, chacun de ces départements, eh bien, l'équation gagnante pour sortir bénéficiaire de cette année 2023, c'était de proposer des produits accessibles sur le plan financier, bien évidemment, des produits consensuels au sein de la famille, hein, qui soient consommés à la fois par les adultes et pour les enfants lorsqu'on est situé dans des familles, des produits qui sont pratiques à préparer ou rapides à préparer, voire sans préparation. Des produits aussi qui offrent l'avantage de pouvoir être consommés euh, qu'on soit à la maison ou en dehors de la maison. Et puis, toujours, c'est l'équation gagnante, c'est d'avoir des produits qui soient accessibles en prix et qui soient gourmands et qui offrent de la satiété. Hein, par exemple, certaines catégories emblématiques, je vous parlais des yaourts, mais beaucoup de produits du rayon crèmerie, donc les pâtes pressées, les fromages fondus, les pâtes fraîches ont très bien fonctionné.
Les panés, les élaborés de volaille ont également très bien fonctionné. Les œufs également se sont particulièrement bien vendus. En ce qui concerne l'épicerie, bah, je vais reprendre évidemment la catégorie emblématique de l'épicerie salée. Ce sont les pâtes et le riz qui restent toujours financièrement très accessibles et qui offrent à la fois rapidité de préparation et satiété. En ce qui concerne les liquides, que ce soit les boissons alcoolisées ou non alcoolisées, bah, c'est un phénomène de vase communicant. Avec le retour à la normale en matière de restauration, bah, les Français ont été plus nombreux à consommer en dehors de la maison. Et les apéritifs qui se faisaient beaucoup à la maison en période de confinement se font toujours, mais un petit peu plus souvent en dehors de la maison. Donc par phénomène de vase communicant, les liquides ont été pénalisés par un secteur de la restauration qui, je le précise, est presque revenu à son niveau de 2019. Je ne parlerai pas des produits de DPH, donc droguerie, parfumerie, hygiène, ici, qui sans doute ne sont pas des produits qui vous concernent au premier chef lorsqu'on est une coopérative agricole. Qu'est-ce qui se passe en ce début d'année 2024? Eh bien, 68% des catégories vendues en grande distribution sont à la baisse. C'est une baisse en volume, je précise, hein, à la fin du premier trimestre 2024. Avec un petit rappel euh, en haut à droite, comme vous pouvez le voir, les ventes valeur sont à plus 0,4% et les ventes en volume sont baissières à moins 1,9%. Alors, beaucoup de ces catégories qui sont énoncées ici, vous pouvez le voir, elles sont pénalisées par deux choses. La première, c'est que ces catégories que vous voyez, elles sont vendues pour partie dans les zones métiers, comme on les appelle dans la grande distribution, c'est-à-dire à la coupe, hein, au stand coupe. Et ce qui caractérise souvent ces produits, c'est d'une part qu'elles ont des valeurs faciales relativement élevées, dans un contexte où les ménages français n'ont pas changé leur comportement d'achat et priorisent toujours les produits bon marché. Et d'autre part, c'est bien souvent des produits qui nécessitent du temps de préparation. Or, comme je vous l'ai dit, le temps est un élément extrêmement important, considéré à la fois lorsqu'on fait ses courses, mais également lorsqu'on prépare ses repas, on va en reparler, et lorsqu'on consomme ses repas. C'est véritablement ce qui a pénalisé bon nombre des catégories que vous voyez dans ce hit parade, alors que certaines, comme les produits de volaille dont je parlais, ou l'hygiène beauté, sont toujours priorisés. Alors l'hygiène beauté, là c'est pareil, c'est quelque chose qui ne vous concerne pas, mais une performance largement soutenue par des promotions en début d'année liées à une actualité euh, de notamment la loi des Crozailles qui encadre les promotions. Un point maintenant extrêmement important dans cette conjoncture 2023-2024, c'est la santé des marques en grande distribution. Alors, vous voyez dans la partie basse de cette page le découpage en trois grands groupes des marques distributeurs. Vous avez les marques distributeurs dites classiques ici, les marques thématiques qui sont Reflets de France, Nos régions du talent, hein, et puis les marques distributeurs dites économiques, c'est les fameuses marques premier prix. Et dans la partie haute de cette page, vous avez les marques nationales issues des grands groupes, celles issues des groupes intermédiaires et celles issues des PME. Alors j'ai encadré hein, le grand gagnant de cette année 2023, qui est toujours le grand gagnant en ce début d'année 2024, notamment en valeur. Ce sont les marques distributeurs avec une croissance extrêmement forte des marques distributeurs classiques et des marques premier prix. Alors, plusieurs raisons à cela, là encore. C'est une réponse aux ménages français dans la recherche d'économie pour continuer à dépenser et à acheter les catégories qui leur plaisent. C'est le premier élément. Il y a eu une croissance de ces marques aussi parce que les distributeurs ont entamé une refonte extrêmement conséquente du mix produit. Chacune de ces marques ont haussé leur niveau de qualité et sont devenues beaucoup plus séduisantes
En cela, les Français achètent ces marques beaucoup moins par défaut que ça n'était par le passé. Ensuite, un autre élément important à ajouter, c'est que les distributeurs ont largement exposé dans les rayons leur offre de MDD classique et de MDD économique, et notamment les MDD économiques ont gagné une surface d'exposition beaucoup plus importante que les autres marques. Il faut le dire, les marques distributeurs, en changeant de mix produit, c'est-à-dire en haussant leur niveau de qualité, ont largement contribué à l'inflation, hein, puisque, elles affichaient un taux beaucoup plus élevé que les marques nationales de hausse de leurs prix. En ce qui concerne les marques nationales, vous le voyez, si l'évolution des ventes volume est relativement stable, par contre, les gagnants de cette année 2023 sont les grands groupes et les groupes intermédiaires. Alors, il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de secret à un tel succès. Un seul mot pour résumer les raisons de ce succès pour les grands groupes et les groupes de taille intermédiaire, c'est le pouvoir. Tout simplement le pouvoir à plusieurs niveaux, le pouvoir de passer des hausses de tarifs lorsque les PME n'étaient pas véritablement armées pour cela. Donc, les grands groupes sont ceux qui ont passé le plus de hausses de tarifs en début d'année 2023 notamment. Le pouvoir, une fois que ces hausses de tarifs sont passées, de soutenir leur offre en magasin, c'est-à-dire à la fois de maintenir leur exposition dans les rayons grâce à leur force de vente particulièrement bien présente dans les magasins, et le pouvoir aussi de soutenir leur offre grâce à une pression promotionnelle accrue. Et enfin, le dernier levier, le pouvoir aussi de réaliser des campagnes publicitaires, puisque un des effets majeurs de la publicité, c'est de travailler la fidélité, et les grands groupes ont pu financer cela et travailler en cela la fidélité à leurs produits. Bon nombre d'atouts que n'ont pas pu actionner les PME dans le domaine de l'agroalimentaire en 2023. Alors le corollaire de cela, hein, c'est que les marques nationales, elles ont perdu 2,4 points de part de marché en 2023 par rapport à 2022. Elles sont aux alentours de 62 à 63% de part de marché par rapport aux marques distributeurs en France. Alors il faut le savoir, on a quand même encore en France une part de marché des marques nationales qui est beaucoup plus forte que dans d'autres pays européens où bien souvent les marques distributeurs sont beaucoup plus puissantes et dépassent les 50% de part de marché. Mais le point le plus important, c'est finalement celui dans la partie droite de cette page, c'est la psychologie dans la psychologie des shoppers. J'accorde de l'importance à la marque, moins 1,8 points. J'achète des marques connues, moins 2 points. Et à contrario, les marques de magasins sont de bonne qualité, plus 1,4 points. Il faut le savoir, c'est vraiment ça qui a changé dans l'esprit des consommateurs. Aujourd'hui, on n'achète plus des marques de magasins par dépit ou par défaut. On les achète véritablement pour se faire plaisir, parce qu'on a confiance en elles, et que bon nombre de qualités qui étaient attribuées aux marques nationales il y a encore 1 ou 2 ans sont les mêmes que pour les marques propres, c'est-à-dire la fraîcheur, la confiance en elles, l'origine France, la sécurité alimentaire sont des qualités qu'on attribue dorénavant aux marques distributeurs. On achète des marques distributeurs aussi pour se faire plaisir. Excusez-moi, Olivier, on a une petite question dans la conversation, Ouais. enfin une question. Impact également de la rationalisation de certains marques NAT sur beaucoup de... ou internes, je pense, plutôt qu'internat. Ouais, Je pense que la question, oui, c'est ça, hein, je suppose, hein, ouais. dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est Ouais, justement ce ratio entre marque nationale et MDD où on voit que ça, enfin, probablement ça a pu avoir un impact aussi. Ah oui. oui, marque nationale, marque internationale, en effet. Ouais. Ah oui. Ah oui, il y a une. Alors, c'est juste après, en fait.
Voilà, c'est juste là. Je parle de Merci. la rationalité. C'est le dernier point de ce portrait de la grande distribution, mais parlons-en maintenant pour répondre à la question. Oui, il y a eu une rationalisation de l'offre en 2000, enfin depuis 2022. Alors, il y a plein de choses à dire. Ce sujet-là, en tant que tel, nécessiterait un webinaire à part entière. Donc oui, effectivement, les distributeurs ont rationalisé l'offre ces 2 dernières années. Au détriment des marques nationales, ils ont priorisé très fortement les marques propres et notamment les marques premier prix, hein, la croissance de plus de 33% dont je vous ai parlé. euh, J'allais dire, il n'y a pas de secret, c'est un niveau de qualité élevé, mais aussi une surface d'exposition qui est beaucoup plus importante. Alors, quand on parle de rationalisation de l'offre, je vais pas dire que c'est beaucoup de bruit pour rien. C'est vrai qu'elle existe, elle est très significative, mais il faut quand même, dans les chiffres, voilà ce que c'est. Hein, c'est en 2021, dans la moyenne hyper et supermarché, il y avait 13 939 références en moyenne. En 2023, il y en a 500 de moins. Bon, c'est pas nul, c'est pas neutre, mais il faut quand même relativiser lorsqu'on parle de rationalisation. Par contre, c'est vrai qu'il y a un déplacement, hein, les distributeurs ont sorti de leur magasin les références qui tournent moins bien. Ça a porté ses fruits, hein, parce que, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, si le e-commerce et les magasins de proximité ont réalisé de si bonnes performances, c'est aussi parce que elles ont fait un gros travail en matière de gestion des assortiments. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à cette gestion des assortiments, en ce début d'année, vous le verrez dans la présentation que je vous enverrai. Je ne peux pas tout présenter malheureusement. La gestion des assortiments, elle fait une pause en début d'année. Les distributeurs repartent à la hausse en termes de nombre de références par circuit de distribution. C'est à peu près le cas dans tous les circuits de distribution. Par contre, les seuls qui soient à la hausse, c'est les premiers prix. Ce qui explique aussi, hein, le résultat des discounters. Cependant, il faut relativiser la rationalisation des assortiments. Bon, d'une part, il y a effectivement, par rapport à 2014, vous le voyez qu'on est quand même encore très positif, hein, c'est plus 1000 refs de plus en l'espace d'une décennie. Et d'autre part, les distributeurs ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assises. Ils savent très bien, ces distributeurs, que pour faire venir les shoppers dans leur magasin, c'est les marques nationales. C'est les marques nationales qui font de la communication, c'est les marques nationales qui créent l'actualité avec leurs innovations. Et donc, en cela, notamment lors des négociations commerciales, il est fort à parier que durant le début d'année 2025, on ait un retour des marques nationales en force dans les magasins, notamment avec les innovations produits, pour travailler justement ce regain d'intérêt des marques nationales par rapport aux marques distributeurs. Donc, il faut relativiser cela. Le dernier élément important, hein, en ce qui concerne la rationalisation de l'offre, c'est beaucoup moins dans les panels, c'est beaucoup plus dans les études que je peux coordonner au fil des années. Depuis des années et des années, les Français, lorsqu'on les interroge, nous disent dans les études qu'ils en ont marre de voir des murs d'offres, par exemple la catégorie jambon, hein. Je suis navré, je prends un exemple parmi tant d'autres, ou les yaourts, par exemple, là encore. Il y a beaucoup de catégories où les Français nous disent qu'ils n'en peuvent plus de voir des offres pléthoriques dont les différences sont pas significatives. Donc en cela, quelque part aussi, les distributeurs apportent une réponse. Voilà, j'ai été un peu long dans ma réponse. Donc dernier point de ma présentation, c'est la pression promotionnelle. J'ai masqué les marques nationales et les marques gagnantes pour gagner uniquement, pour garder exposé les marques ultra gagnantes en cette année 2023. Vous avez ici l'évolution du nombre de références en promotion, vendues en promotion pour l'année 2019, 8%. Pour l'année 2021, 4,9%. En 2022, c'était en retrait à moins 2,5%. Et comme vous pouvez le voir ici, les marques ultra gagnantes
en 2023, ce sont celles qui ont proposé des produits en promotion et avec un niveau très élevé, hein, de 18,8%, quand la moyenne avoisine les 12 à 14%. Alors, la pression promotionnelle, hein, c'était l'apanage des grands groupes et des groupes intermédiaires. Je vous en ai parlé. Ça restera, et c'est toujours le cas en ce qui concerne ce début d'année, hein. Dans le e-commerce, on a une pression de 20% de ventes sous promotion en ce début d'année. Dans les hypermarchés, elle reste encore très élevée à 17%, et dans les supermarchés également à hauteur de 14%. Voilà, j'en ai fini ce portrait de la grande distribution française avant d'aborder cette partie sur la stratégie d'économie des ménages, tant en termes d'achat que de consommation. Je vous laisse un petit temps pour éventuellement me poser vos questions, s'il y en a. Je suis navré, je ne vois pas le fil des questions, Pour l'instant, puisque... il y en a pas de nouvelles, en tout cas. Ah, Après, je ne si sais pas quelqu'un veut si c'est prendre la une bonne parole. nouvelle ou si je Ah, dois il y a une m'inquiéter. question sur la bio. Ah oui, la bio, oui. Je vais faire un petit point un petit peu plus loin notamment dans la partie consommation responsable. Est-ce qu'il y a une question précise sur les produits biologiques ou c'est globalement un point général sur le bio ou la bio? Je ne sais pas, Monique, si vous voulez préciser la question. Préciser la question? Quand vous avez une question, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, hein, pour prendre la parole. Oui, bonjour, oui, c'est plus simple. Non, Oui. en fait, par rapport à la bio, c'est savoir si les consommateurs vont acheter plus de bio dans toute la partie GMS ou Mm, si ils se dirigent plus aujourd'hui vers des spécialistes bio. mm. C'est plus dans ce sens-là parce que bon, nous, on ressent des choses, bien sûr, parce qu'on fait les deux, on fait du conventionnel et du bio. Et c'est juste voir si vous, au niveau des analyses, vous retrouvez les mêmes chiffres, en fait. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. On a beaucoup de détails par rapport à cela. Alors, vous le verrez en fin de présentation, les produits bio sont significativement en baisse. Même c'est ceux qui sont le plus en baisse dans la grande distribution française. De mémoire, hein, on va le voir plus loin, c'est moins 12,3% pour l'année 2023. Je l'ai masqué tout à l'heure lorsque j'ai parlé des solderies et des grandes surfaces spécialisées. Vous avez dans la partie gauche de la page, bon, c'est flouté, mais vous le verrez dans la présentation que je vais vous partager, les magasins bio sont également très significativement à la baisse, ce qui d'ailleurs fait le succès des grandes surfaces spécialistes du frais. Il y a un déplacement des shoppers, des magasins bio vers les spécialistes du frais. Donc dans les deux cas, les produits bio sont dépriorisés par les ménages français. Alors, il y a beaucoup de raisons à cela. Euh, la première raison pour la grande distribution, c'est tout simplement, enfin, pour deux raisons. Il y a deux raisons. D'une part, parce que très souvent, ce sont les produits avec les valeurs faciales les plus élevées. Donc, dans un contexte de resserrement du pouvoir d'achat, on supprime les produits qui coûtent le plus cher. On l'a vu, hein, je vous parlais tout à l'heure de la dépriorisation des produits qui ont une valeur faciale élevée par les ménages français depuis un an. Euh, il y a un effet mécanique à cela dans la grande distribution, c'est que les distributeurs, oui, ont sorti une bonne partie de leur offre en matière de produits bio et ont sorti également les marques nationales. Et puis, l'autre point finalement qui est sans doute plus inquiétant pour les produits bio, c'est que euh, avant l'inflation, on observait déjà une baisse du bio. Ça fait 2 ans déjà qu'on disait dans les projets qui peuvent être réalisés que le bio était sous perfusion, notamment sous perfusion en termes d'offres. Il y avait une croissance
des produits biologiques, largement soutenus par un élargissement de l'offre en matière de grande distribution, mais que en matière par ménage, les bio n'étaient plus en croissance. Alors pourquoi cela? Le prix est une raison, mais aussi parce que on le voit notamment dans la hiérarchie des priorités des produits avec une promesse RSE, les produits bio n'offrent plus ou pas des promesses qui sont tangibles et qui sont concrètes pour les ménages français. Alors c'est vraiment un sujet à part entière, hein, là aussi. Les produits bio, finalement, à travers cette promesse holistique de bien élevé, sans conséquences sur la terre, sans conséquences sur les bêtes, c'est pas toujours quelque chose de très concret pour les Français qui préfèrent se tourner vers des promesses beaucoup plus tangibles, comme sans pesticides, sans antibiotiques, qui sont beaucoup plus concrets pour eux et qui ne s'accompagnent pas d'un corollaire prix élevé. Voilà, c'est un petit peu ce qui pénalise les produits bio aujourd'hui. Il y a vraiment, alors je le dis, il y a véritablement, les choses ne se font pas naturellement. Il va falloir réenchanter la relation entre les produits bio et les shoppers français, parce que aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas tant le prix, c'est la confiance qu'on peut avoir dans ces produits-là. C'est bon pour vous? Alors, je poursuis ma présentation. Alors, attendez, je ne sais pas comment je peux déplacer ça. Hop. Non, j'arrive pas à le déplacer. J'aurais bien voulu enlever ce bandeau. Enfin, moi, je ne vois pas le bandeau. Bon, bref, peu importe. J'espère que vous ne voyez pas ce bandeau noir qui est juste au-dessus, que j'arrive pas à déplacer. Non, on n'a pas de bandeau, Olivier. Ah, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, les Français, face à l'inflation et à la tension sur leur pouvoir d'achat, ont adopté des comportements d'achat et de consommation différents. Et véritablement, ça a porté ses fruits. Grâce à ces stratégies qu'ils ont mises en œuvre, ils ont réussi à absorber 13 points d'inflation. Là où ils auraient dû dépenser 1 000 euros en plus par an pour faire leurs courses alimentaires, ils n'en ont dépensé dans les faits que 373 au final. Alors ça s'accompagne de quelque chose qu'on n'a pas mesuré dans les panels parce que c'est très difficile à mesurer. C'est le temps passé à faire ses courses. Je vous disais, le temps, c'est véritablement un élément majeur au même titre que l'inflation durant cette année 2023 et sans doute 2024. Changer d'enseigne, choisir le produit le moins cher, changer de marque, quelquefois changer de catégorie, vous pouvez vous douter que ça a une conséquence sur le temps passé à faire ses courses. Et effectivement, dans les faits, les Français ont dépensé beaucoup plus de temps à faire leurs courses durant ces 2 dernières années. Alors, qu'ont-ils fait ces Français pour épargner du pouvoir d'achat? Euh, Hop, là, si ça veut passer. Voilà. Euh, alors, premier élément important dans la partie droite de cette page, ils sont 93% à avoir changé de comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les foyers qui sont le plus épargnés par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à ce qu'on peut nommer la crise, si crise il y a, eh bien, les plus épargnés, notamment les populations avec les revenus les plus élevés, ont adopté des comportements d'achat différents. Ils ont choisi des produits en promotion. Pourquoi cela? Eh bien, c'est vraiment l'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on continue à acheter des marques qu'on a l'habitude d'acheter, on continue d'acheter des marques nationales notamment, mais on les achète moins cher. Et en cela, on a l'impression de faire une bonne affaire. On achète dans les magasins discount, hein, je vous l'ai dit, les plus aisés ont choisi les discounters. Les moins aisés, les foyers modestes, sont allés faire leurs cours chez les déstockeurs. On a contrôlé le ticket moyen
de son panier, notamment en achetant dans les magasins de proximité et en e-commerce. On a, quelle que soit la strate de population, acheté des marques de distributeurs. On a supprimé les achats superflus. Je ne le présente pas ici, mais notamment les innovations ont pas très bien fonctionné ces 2 dernières années pour cette raison aussi. On a choisi d'acheter des produits moins chers. On a utilisé sa carte de fidélité. Les distributeurs ont réengagé leur programme de fidélité, notamment en 2023. On a acheté, c'est la bonne vieille stratégie des grosses quantités pour faire du stockage, hein. Ça a été activé durant la période du Covid, ça a été aussi activé lors de la précédente crise. On a dépriorisé les produits avec l'engagement écologique, hein. Je vous en parlais juste avant à propos des produits à promesse biologique, etc., etc. Voilà pour le comportement d'achat. En matière de consommation, les Français font rimer depuis plusieurs années maintenant écologie avec économie. Et la première stratégie pour épargner du pouvoir d'achat, ça a été de limiter le gaspillage alimentaire. Alors, cette, euh, d'où vient tout d'un coup ce goût qu'ont les Français pour la limitation du gaspillage alimentaire? Elle n'est pas nouvelle en fait, elle date de plusieurs années, elle date, on peut le dater précisément de 2020. 2020 avec le développement du télétravail, et on l'a vu dans les études qu'on a menées. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous mangez à votre domicile, lorsque vous télétravaillez? Eh bien, c'est je consomme les restes des repas de la veille. Ça offre de nombreux bénéfices. C'est un bénéfice économique, certes, mais c'est un bénéfice aussi en termes de temps de préparation, et ça permet aussi de bien se nourrir. Donc, ne plus gâcher la nourriture, ça coche aussi là aussi beaucoup de bonnes cases, un gain de temps, bien se nourrir et un gain économique. Et vous le voyez en bas de classement, hein, limiter ses dépenses en achat de produits alimentaires et en boissons, c'est la dernière stratégie qui a été activée par les ménages français. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'est un poste. D'abord, on a besoin de se nourrir, et puis au sein de ce poste des dépenses alimentaires, bah, on l'a vu un petit peu avant, on a adopté bon nombre de stratégies. Si on n'a pas limité ces dépenses en matière de biens alimentaires, en réalité, ces arbitrages qui ont été faits en ce qui concerne le changement d'enseigne, le changement de catégorie ou le changement de marque, c'est bien ça qui a été le plus actionné par les ménages français. Et finalement, le secteur de l'alimentaire, s'il est relativement baissier en volume durant cette année 2023 et début 2024, eh bien, finalement, c'est un des secteurs les plus épargnés par rapport à d'autres secteurs comme les voyages, l'automobile, les sorties, ou encore l'habillement, qui a fait l'actualité dans les médias durant l'année 2023 avec la fermeture de grandes enseignes. L'autre élément qui est euh, beaucoup moins lié à l'inflation, mais beaucoup plus finalement au temps au manque de temps qui est stigmatisé par les ménages français, c'est la simplification des repas d'une part et le temps de préparation des repas d'autre part. Vous le voyez dans la partie gauche de cette page-là, le repas des Français devient de plus en plus frugal. Il se compose de plus en plus d'un seul plat, le plat principal, et de plus en plus, les Français diminue le nombre d'entrées qui composent leur repas, diminue la présence du fromage en fin de repas, diminue également la présence du dessert en fin de repas. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que les Français passent de moins en moins de temps à table. Le repas statutaire était vraiment une particularité française, et c'est de moins en moins le cas. Nous sommes en train, en France, d'adopter un comportement de consommation qui est proche de celui des anglo-saxons. Un des facteurs majeurs qui explique
ce changement de la part des ménages français, c'est tout simplement le digital. Les Français sont de plus en plus nombreux à faire plusieurs choses en même temps et notamment à continuer à travailler en même temps qu'ils font leur pause repas, font autre chose en même temps qu'ils font leur pause repas, ils regardent leur smartphone, ils font leurs achats alimentaires justement, ils se divertissent avec leur smartphone ou avec leur tablette et ceci fait que on passe beaucoup moins de temps à table et de fait, on a des repas beaucoup plus frugaux. Le manque de temps se traduit aussi dans le temps de préparation des repas. On avait idéalisé cela durant la période du Covid et du confinement avec la part belle qui a été faite aux produits bruts et aux préparations maison, eh bien, excite ces produits qui sont tous en baisse en cette année 2023 et début 2024. Il y a véritablement une repriorisation des produits prêts à consommer. Et le corollaire de cela, c'est que le temps de préparation des repas, il est à la baisse. Alors, ça peut paraître relativement faible, hein, moins 1 minute de temps de préparation sur 2 ans, mais c'est extrêmement conséquent dans un pays comme la France. Alors, il y a un corollaire à cela, hein, un repas plus frugal. Qu'est-ce que ça a comme incidence directe? Eh bien, tout simplement, ça a comme incidence qu'on a faim un petit peu plus vite. Et comme on a faim un petit peu plus vite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On grignote. Donc, ce qui est en train de se développer en France, là aussi, nous rejoignons les pays anglo-saxons, nous grignotons. Les Français sont de plus en plus nombreux à grignoter en matinée, 27% maintenant de la population française, et ils grignotent en journée comme en soirée, 26% de la population française grignote à présent. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte parce que là, il n'y a pas du tout de corollaire, il n'y a pas de lien avec l'inflation, c'est vraiment un phénomène structurel. Les pratiques de grignotage en France est beaucoup plus liées aux pratiques digitales qu'à autre chose. Voilà, j'en ai fini des comportements d'achat et de consommation des ménages français. Est-ce que vous avez des questions à me poser à ce propos? N'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a pas de questions dans la conversation, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser votre question en direct si vous en avez une. Pas de questions, donc je poursuis et je termine cette présentation. Un bref focus sur les pratiques responsables, hein. J'ai beaucoup d'autres informations à vous donner, notamment sur la hiérarchie de préférence des engagements et des labels par les ménages français, mais malheureusement, faute de temps, je ne pourrais pas développer cela. Un élément qui fera le point par rapport à une question que j'ai adressée tout à l'heure, la sensibilité au prix est très en hausse, comme on l'a vu précédemment, de la part des ménages français, hein, plus 10,3 points en l'espace de 2 ans. La sensibilité à la promotion aussi. Et presque mécaniquement, le corollaire, c'est que la sensibilité à l'engagement des marques est très à la baisse, hein, moins 7,4 points. La sensibilité aux informations sur sur les packaging est également en baisse. Et pour illustrer ce propos, j'ai remis 2 secteurs qui sont significativement à la baisse. Les produits biologiques, moins 12,5 points dans la grande distribution française, hein. J'exclus de ce chiffre les grandes surfaces spécialisées, spécialistes du bio. Les produits équitables, hein, qui sont également à la baisse à moins 8,3 points. Et les produits végétaux qui affichaient une croissance extrêmement forte ces dernières années sont également à la baisse. Alors, là aussi, plusieurs raisons, hein. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. La priorité est évidemment de continuer à pouvoir se nourrir.
Donc, pour une même catégorie, on va choisir les produits les mieux orientés. Ces produits, très souvent, ont des valeurs faciales plus élevées. La fin du mois, comme je le disais, passe avant la fin du monde. Et puis, on passe beaucoup de temps à faire ses courses. On passe beaucoup de temps à lire les étiquettes de prix, donc on passe un petit peu moins de temps, forcément, mécaniquement, à lire ce qui est marqué sur les emballages. Ceci étant, il n'y a pas de fatalité, hein, gardez-le en mémoire parce que sur beaucoup de sujets sur lesquels je travaille, ce qu'on met en exergue, c'est tout est question de scénarisation sur l'emballage. Il ne s'agit pas de savoir uniquement ce qu'on priorise en termes de label ou d'engagement sur des sujets RSE. Il s'agit aussi de bien jouer ces engagements et ces labels sur l'emballage pour être vu et pour être compris au prime abord. Donc, c'est vraiment des sujets qui se travaillent à la catégorie et de manière très chirurgicale. Donc, je ne développerai pas là, je vous enverrai la présentation, comme je vous le disais. Vous verrez la hiérarchie des préférences en ce qui concerne les produits avec des engagements. De côté label, vous verrez que c'est le label rouge qui est préféré par les Français. Le Nutri-Score, qui est un étiquetage qui est plébiscité par les Français. Et en ce qui concerne les promesses, c'est le plus souvent les produits sans sucre ajouté, sans gluten, sans antibiotiques, sans résidus pesticides, qui sont priorisés par les ménages français. En ce qui concerne la consommation de viande, j'avais quelques éléments intéressants, il me semble, à vous apporter avant de clore cette présentation. Alors, ce que sans doute vous devez connaître, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, c'est le développement de cette population qu'on nomme les flexitariens. Les flexitariens seraient aujourd'hui 36% en France. Alors, il faut le savoir, les flexitariens, ils sont un tiers en France, certes, mais ils sont beaucoup plus nombreux dans certains pays européens, notamment les pays du nord de l'Europe. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais il faut le savoir, les Français sont moins nombreux à se déclarer comme étant flexitariens. Et il y a une dynamique du flexitarisme, hein, puisque lorsqu'on leur pose la question, eh bien, ils sont 39% à dire qu'ils consommeront moins de viande que dans l'avenir. Une fois qu'on a dit ça, il me semble intéressant de regarder les choses autrement. D'abord, de regarder comment se construit la consommation entre la viande blanche et la viande rouge. Et ce qu'on observe, c'est que entre 2021 et 2023, mais bien avant encore, hein, puisque c'est des sujets que je travaille depuis des années, on en parlait déjà en 2017 notamment, eh bien la viande blanche, notamment avec la viande de poulet, se développe particulièrement bien. Les catégories autour de la viande blanche sont en croissance ces dernières années. Et les viandes blanches, notamment la viande de poulet, il faut le savoir, sont très consommées par les flexitariens. Alors pourquoi cela? Eh bien, parce que la viande de poulet, notamment, elle offre de nombreux bénéfices à ces flexitariens. C'est une viande qui est facile à digérer. C'est une viande qui est facile et rapide à préparer. C'est une viande qui est consensuelle au sein du foyer. Les adultes comme les enfants aiment la consommer. C'est une viande qui est protéiforme, hein. On en trouve de multiples manières. Elles sont soit brutes, soit élaborées. Elles sont faciles à préparer pour ce qui est notamment des cordons bleus dépanés. C'est une viande qui est parée aussi de nombreuses qualités. C'est une viande qui est perçue comme saine et plus saine que la viande rouge, à tort ou à raison, hein. Je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais c'est véritablement le déclaratif des Français lorsqu'on les interroge sur la viande blanche. Donc, c'est pour cela que la viande de poulet, notamment, est priorisée par les flexitariens. L'autre élément que l'on peut regarder, c'est que dans toutes ces études qui sont réalisées, Pardon, ne Olivier, sont... on a une question sur. Excuse-moi Ouais. de vous couper. On a juste Hmm. une question sur les flexitariens. On a une question sur combien ils sont dans les pays, dans les pays Ah, nordiques, c'est écrit. dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, écoutez, je ferai une petite recherche parce que je ne le connais pas par cœur. D'accord. De mémoire, parce que j'ai travaillé sur le sujet l'année dernière.
notamment en Allemagne, ils sont plus présents. Ils sont aux environs de 35 à 40%, je crois. Mais je vous le préciserai, puisque c'est une question, je vous le mettrai soit dans la présentation, soit dans un mail qui accompagnera mon envoi. Super, merci Olivier. Donc la viande blanche, je vous en ai parlé. L'autre élément qui est extrêmement important à considérer, c'est que dans toutes les études qui sont faites, quand je vous parlais des flexitariens qui sont 36% en France, lorsqu'on fait les études, on considère toujours, qu'elles soient brutes ou transformées, les viandes, ou en tout cas les protéines animales à part entière. Ce qui n'est pas compris dans ce classement, c'est tout ce qui est protéines animales dans les solutions repas ou les produits transformés. Or, ces produits-là, notamment ceux qui contiennent de la protéine animale, je parle bien de ces produits-là qui contiennent de la protéine animale, et ces chiffres sont très robustes puisqu'ils proviennent du panéliste Nielsen, eh bien on observe qu'ils sont en fort développement. Les plats cuisinés, en l'espace d'une décennie, ils se sont développés à plus 50%, les panés à plus 37%, les sandwichs à plus 34%, les salades repas, etc., etc., et les œufs plus 9%. Alors, plusieurs éléments à cela qui sont importants à considérer. Le premier élément, c'est que la protéine animale, c'est une source de satiété. Et c'est difficile de s'en émanciper lorsqu'on est dans une culture plusieurs fois millénaire, où on a l'habitude de consommer de la viande. On a mis des décennies à pouvoir se payer de la viande à tous les repas. Et aujourd'hui, il se trouve qu'elle est décriée. Donc finalement, une façon de déplacer quelque part cette consommation, c'est de consommer des produits transformés. D'autre part, ces protéines animales, elles nécessitent de la préparation. Or, les jeunes générations n'ont pas l'habitude de préparer leur repas ou n'ont pas les codes pour préparer leur repas. Et l'une des stratégies à leur disposition, c'est de consommer des produits déjà prêts ou des produits très faciles à préparer, tout en leur apportant à la fois de la satiété et du plaisir. Et c'est ce qu'ils font lorsqu'ils consomment et lorsqu'ils achètent ces produits-là. Voilà, c'est un anglage un petit peu différent de la consommation de protéines animales qui n'est jamais pris dans les études qui sont faites à propos des flexitariens. Voilà, j'en ai terminé de cette conjoncture. Je vous propose brièvement de voir les perspectives qui s'offrent à nous pour 2024 et 2025. Alors, quatre tendances structurelles qui sont vraiment à prendre en compte lorsqu'on fait des produits alimentaires, lorsqu'on prépare les innovations pour les années à venir. La population en France vieillit, et quand on parle de vieillissement, il faut le dire, c'est à horizon 2040, c'est un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Donc c'est un élément à considérer évidemment dans la construction de votre offre. La taille des foyers diminue. Les monofoyers étaient 20% en l'an 2000. Ils sont 37% en 2023-2024. Donc là aussi, on n'adresse pas le même type de proposition alimentaire lorsqu'on est seul, lorsqu'on s'adresse à une population qui vit seule ou lorsqu'on est une famille de 4 personnes. La fragmentation de la consommation, je vous le disais, hein, c'est un phénomène qui est véritablement, qui va s'inscrire dans la durée. Le développement du grignotage est à considérer dans l'avenir. Et puis le réchauffement climatique, si aujourd'hui les Français font une pause en ce qui concerne les produits avec une promesse écologique, le réchauffement climatique avec son corollaire de catastrophe, lui, ne fait pas de pause. Et bien évidemment, il reviendra sur le devant de la scène dans différents secteurs d'activité, mais aussi dans la grande distribution. De manière plus conjoncturelle, en 2024, 78% des Français déclarent qu'ils vont conserver leurs habitudes d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un contexte où l'inflation va être relativement flat, hein, en moyenne,
proche de zéro, eh bien, on aura une faible croissance des ventes volume, hein. Comme je vous le disais, les Français continuent à faire des arbitrages, achètent des plus petites quantités ou font attention à la taille de leur panier. Ils continueront à acheter en e-commerce et dans les magasins de proximité. Ça se confirme déjà avec le succès de e-commerce. Les indépendants euh, vont continuer à obtenir d'excellentes performances. Alors pour deux raisons. D'une part, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont fait les investissements nécessaires dans leur magasin et dans l'offre pour être bien orientés, quel que soit le contexte économique. Et d'autre part, parce que les intégrés, en plus de ne pas avoir fait leurs investissements nécessaires dans leur magasin, eh bien, ils ont acquis des enseignes avec des magasins qui bien souvent ne se portent pas très bien. Donc, il va falloir qu'ils digèrent tous ces magasins qui sont pas très bien orientés, et ce qui va fragiliser bien évidemment leur performance sur leur magasin historique. Il va y avoir une stabilisation de la descente en gamme. C'est visiblement ce qui se passe déjà en ce début d'année. Et puis, nul doute que les marques distributeurs vont continuer à croître. Ce chiffre de plus 0,5 points est sans doute un chiffre un petit peu pessimiste, parce que je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on n'achète plus de marques de distributeurs par dépit, mais véritablement, elles procurent du plaisir et on a confiance en elles. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Quelques conseils brièvement pour rester dans les paniers des ménages français durant cette année 2024-2025. Pour vous, fabricants de marques nationales, le premier conseil, c'est d'être présent, visible et attractif dans les circuits et les enseignes gagnants. Je les ai nommés. J'ajouterais même à cela dans les régions qui sont en croissance. C'est un élément que j'ai pas eu le temps de développer avec vous aujourd'hui, mais il y a un déplacement de la population vers l'ouest de la France, ce qui profite encore aux indépendants, hein, soit dit en passant, qui sont plus nombreux dans l'ouest de la France. Et il faut aussi être présent, notamment sur les zones côtières, hein, sur toute la partie ouest de la France. Le deuxième élément, comme je vous le disais, c'est d'être accessible, être sincèrement et véritablement généreux en termes de quantité, de qualité et de prix. Je fais en référence, en disant cela, en écrivant cela, notamment au phénomène de shrinkflation qui sont fortement décriés, notamment dans les médias, et qu'ont appris à décrypter les Français. Donc attention, les Français ont dépensé beaucoup de temps en 2023 à lire les étiquettes. Donc attention à ce phénomène qui est au retour de manivelle que cela peut occasionner. Il faut autant que possible prendre la parole dans les médias, hein. Je vous en ai parlé, les grands groupes et les groupes de taille intermédiaire ont pris la parole en 2023, ce qui leur a permis de travailler la fidélité à leur marque. Il faut pouvoir évidemment se le permettre, mais c'est un des leviers majeurs par rapport notamment à la puissance des marques distributeurs. Le réenchantement de la relation passe entre marques nationales et français, passe aussi par des prises de parole dans les médias. Il faut faire des offres qui sont adaptées à l'évolution de la population, donc vieillissement de la population, on l'a dit, monofoyer, pratique de grignotage, moins de temps pour préparer ces repas et pour consommer ce repas. Il faut faire des offres qui sont adaptées à cela. Et puis l'élément toujours à garder en tête, c'est le plaisir qui doit rester omniprésent dans les propositions que vous faites aux consommateurs, quelle que soit l'offre, que ce soit des promesses de praticité, que ce soit des promesses de consommation responsable. Le premier driver d'achat, je le rappelle, dans la grande distribution alimentaire, c'est le plaisir. Quand on achète, quand on fait ses courses alimentaires, c'est l'un des rares secteurs où on peut se permettre au quotidien de continuer à acheter en se faisant plaisir. On arbitre sur l'habillement, on arbitre sur les voyages, sur les sorties, mais les courses alimentaires, on continue à les faire. Or, pour retrouver un petit peu de sérénité, eh bien, il faut pouvoir continuer à s'acheter des produits qui font plaisir. La gourmandise est le premier levier du quotidien
pour retrouver un petit peu le moral. Voilà, j'en ai terminé cette présentation. Si vous avez des questions, j'y réponds volontiers, sans contrainte, euh, à présent. Alors, Merci Olivier, merci je beaucoup. vous en prie. Écoutez, si vous avez des questions, donc oui, c'est le moment, n'hésitez pas à prendre la parole directement. Bon, on a beaucoup de remerciements. Beaucoup de remerciements. Ouais. Stéphane? Oui, bon, peut-être une question. Effectivement, j'avais abordé tout à l'heure la rationalisation. Il y a eu, donc, Olivier, vous avez effectivement mis en avant aussi un effet mix. Est-ce que finalement, les perspectives donc, seraient plus favorables à un redéveloppement effectivement d'une gamme en faveur et donc sur la base d'un mix, un mix gagnant, un mix valorisant? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Alors moi, je suis sur une catégorie, hein, sur une catégorie champagne, hein, Ouais. qui est un petit peu compliquée par Mhm. rapport effectivement au développement des vins effervescents. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose effectivement qu'on peut envisager, qu'il va falloir évidemment continuer de travailler? Comment vous voyez un peu le... Ouais. Oui, la catégorie champagne, je la connais aussi, puisque je travaille pour une coopérative qui fait du champagne. Euh, c'est une catégorie un petit peu atypique, hein. Donc, en cela, peut-être on pourra faire un échange un petit peu plus spécifique, mais le réenchantement de la relation et notamment la reprise de la valorisation des produits, elle va pas se faire toute seule. Euh, Comme je vous le disais, je travaille beaucoup en matière d'innovation avec les marques nationales. Hmm. Il y a sans doute beaucoup d'innovations produits qui ont été faites et qui n'étaient pas pertinentes pour les ménages français ces dernières années. Je vais pas les nommer enfin, je vais pas les nommer, et en même temps, je vais les nommer les innovations gadgets qui ont été proposées beaucoup ces dernières années. C'était des innovations qui n'étaient pas pertinentes pour les Français et qui s'accompagnaient de prix quelquefois qu'on peut qualifier d'indécents. Euh, Ce que j'observe, moi, lors de cette année 2024, c'est que les directions marketing sont en train de travailler des innovations qui sont beaucoup plus pertinentes, c'est-à-dire dont la promesse est beaucoup plus tangible pour les Français, qui font beaucoup plus écho à leurs besoins au quotidien. Et c'est vraiment ça qui va sans doute falloir faire lorsqu'on propose des produits d'alimentaire, c'est de travailler la pertinence des innovations, mais en même temps, quand je dis une pertinence, c'est de faire aussi la péréquation avec un prix beaucoup plus raisonnable. Ce qui Hmm. fonctionne, il y a des innovations qui fonctionnent bien. On n'a pas eu le temps de les voir ici, mais le hit parade des innovations dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce qui les caractérise, c'est aussi une accessibilité sur le plan financier. Il y a des catégories comme dans le domaine le secteur de la bière, des soft drinks, des chips et des extrudés, enfin surtout des chips d'ailleurs. C'est des produits qui offrent de la satiété, du plaisir et une accessibilité sur le plan financier. Donc nul doute que il va y avoir une reprise de la valorisation des achats, mais qui passera d'abord par un vrai travail d'innovation et de pertinence des innovations de la part des directions marketing. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, non, il y a un deuxième, enfin, deuxième et troisième point, peut-être, effectivement, qui n'ont pas été abordés. Il y a à la fois la qualité de l'exécution en magasin, qui n'est peut-être pas au rendez-vous. On avait vu aussi beaucoup de ruptures, voilà, que ce soit dans notre catégorie, mais aussi dans d'autres. Hmm. Et puis également l'omnicanalité dans le parcours effectivement du client entre effectivement, et vous l'avez dit, hein, le drive, oui, c'est un vrai moteur et c'est une vraie juste invention entre guillemets, mais également effectivement voilà l'omnicanalité entre Ouais. un consommateur qui va du drive au supermarché, au proxy, aux grands hyper, en passant par des discounters, effectivement, c'est nouveau. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça et je pense que ça méritera effectivement voilà, une nouvelle rencontre. Oui, oui, tout à fait. Là, cette omnicanalité, et j'ai même envie d'ajouter un point, c'est que c'est pareil, il y a tellement de choses à dire. L'achat malin, retenez bien ça, l'achat malin, c'est Ouais. véritablement ce qui caractérise surtout les jeunes générations. La bonne affaire.
c'est cette propension qu'ont les Français et notamment les jeunes générations de réaliser les bonnes affaires. Alors, ils ont pris l'habitude de le faire pour d'autres secteurs, comme le secteur de l'habillement. Hein, les grandes plateformes chinoises euh, qui sont décriées certes, mais qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent un nouveau message aux Français qui est on peut acheter différemment, on peut se faire plaisir en payant beaucoup moins cher. Et le Et il n'y a recyclage pas de aussi. raison que cette psychologie qui est en train... Et quand je parle des grandes plateformes, Amazon en fait partie. Hein. On peut acheter des produits sur Amazon qui sont bien meilleurs marché que dans n'importe quel magasin. Et cette gestuelle que sont en train d'acquérir les Français gagne toutes les couches de la population. Et quand on a commencé à acheter dans un circuit, bah, on s'aperçoit, on démythifie, on n'a plus peur de le faire. Et c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on garde avec soi. Donc cette gestuelle de passer d'un circuit à l'autre en recherchant les bonnes affaires, notamment grâce au digital, eh bien, c'est pas uniquement dans une période inflationniste qu'on va le faire, c'est dorénavant et une fois pour toutes et sans doute de manière exponentielle. Merci beaucoup. Je vous Très en clair. prie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Bon, il n'y a que des merci. Oui, c'est ça. Ça devait être très, très clair. Enfin, je confirme. Ouais. C'était très, très clair. Quelquefois, c'est mauvais signe quand il n'y a pas de questions, mais bon, mettons ça sur le fait que c'était très clair. Mais oui, mais oui. Bah, et puis on est vendredi, tout le monde a faim. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Bon, ça marche. En tout cas, sachez pour ceux qui sont encore à l'antenne, je vais juste amender un petit peu ce support. Vous en aurez un petit peu plus pour votre argent, puisque je vais démasquer certaines pages qui vous donneront un petit peu plus de chiffres. J'ajouterai les chiffres sur le flexitarisme à l'échelle européenne aussi. Donc, je vous partage ça, Nathalie, et je vous laisse faire ce que vous en voulez pour l'avenir. C'est parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci encore. Et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de Merci journée beaucoup, à tous. Au c'était revoir. super.